Ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Dans un instant, vous allez pouvoir suivre sur notre antenne les premiers pas de Gérard Longuet en tant que ministre de la Défense et des Anciens Combattants. Gérard Longuet vient défendre devant ses anciens collègues sénateurs deux projets de loi, l'un relatif à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, l'autre concernant l'importation et l'exportation de matériel de guerre. Il s'agit pour la France de transposer des directives européennes pour mieux encadrer la vente et le commerce d'armes à l'étranger. Tout de suite, donc, direction l'hémicycle du Sénat. Très bel après-midi à tous. Monsieur le ministre, je suis heureuse de vous saluer dans vos nouvelles fonctions. Soyez bienvenue au Sénat, au banc des ministres. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale relatif à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs. Dans la discussion générale, la parole est à Monsieur Gérard Longuet, ministre de la Défense et des Anciens Combattants. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, et naturellement, j'avais la tentation de vous dire, chers collègues, il se trouve que ce bonheur m'est privé pour quelques mois et je voudrais m'exprimer à cet instant en qualité de ministre de la Défense pour vous présenter le projet de loi relatif à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et leurs vecteurs. Je voudrais saluer le président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, cher Josselin de Rohan. Je voudrais saluer le rapporteur, cher André Dulay, et vous dire que ce projet de loi rassemble des opinions unanimes, tant il est nécessaire de mettre à jour notre législation pour combattre utilement une prolifération des armes de destruction massive qui n'appartient pas au seul domaine de la fiction ou de l'imagination, mais bien, hélas, des réalités, ainsi qu'en témoignent les observations du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, paru en 2008, ainsi qu'en témoigne, par exemple, dans l'actualité récente, la mise à jour du réseau du scientifique nucléaire pakistanais Abdul Qader Khan, et des révélations que la presse diffuse au plan international sur, par exemple, des pratiques de certains pays. On pense à la Corée du Nord. L'effondrement de l'Empire soviétique et l'effondrement tout particulier de son empire militaro-industriel, dans ses décombres, a laissé émerger des formes nouvelles de transactions illicites particulièrement préoccupantes. Non seulement il s'agit d'armes de destruction massive, mais également des biens à double usage qui ont un usage civil reconnu et accepté, mais qui peuvent faire une application militaire. Ce projet de loi traite également de la prolifération organisée par des réseaux privés ou clandestins, et non pas seulement par des États, tant l'économie souterraine, aujourd'hui, favorisée par la libéralisation du commerce international, permet de faire à certains d'utiliser, malheureusement, et contre l'intérêt général, une maîtrise scientifique largement diffusée dans le monde et parfois d'ailleurs adossée à certains États. Dans ce contexte, les services de renseignement soulignent le risque de voir des acteurs non étatiques chercher à acquérir des armes de destruction massive. Alors, la communauté internationale a réagi. Les Nations unies, le Conseil de sécurité ont adopté les résolutions 1540 et 1810 en 2004 et ainsi qu'en 2008. Elles font, ces Nations unies, obligation aux États d'améliorer leurs outils juridiques afin de prendre en compte toutes les dimensions de la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, qu'il s'agisse d'armes nucléaires, biologiques, chimiques, de leurs vecteurs
et des matériels connexes sans lesquels, évidemment, ces armes ne pourraient pas être utilisées. J'ajoute qu'une résolution 1887 du Conseil de sécurité en 2009 reconnaît la nécessité pour tous les États d'adopter des mesures efficaces pour empêcher que des terroristes ne puissent accéder à des matières nucléaires ou une assistance technique, je dirais, autour des matières nucléaires. La France avait demandé un diagnostic interministériel. Le Premier ministre l'avait commandé en novembre 2006. Ce diagnostic a mis en évidence la complexité, les carences, le manque de lisibilité de notre arsenal juridique de lutte contre la prolifération, qui est éclaté entre le Code de la défense, le Code des douanes, le Code pénal, le Code de procédure pénale, et le projet de loi que j'ai l'honneur de vous présenter a pour objet d'établir plus de cohérence, plus d'efficacité, faire en sorte que les textes soient plus dissuasifs pour obtenir d'abord l'harmonisation des dispositions relatives aux infractions ainsi qu'aux peines encourues au titre d'actes de prolifération dans les 3 domaines nucléaire, biologique et chimique, car en l'état actuel, la prolifération chimique est la plus sévèrement sanctionnée, ce qui est légitime, mais harmonisons les dispositions relatives. C'est le premier objectif de ce projet de loi en matière d'infraction. Le deuxième objectif de ce projet de loi est d'introduire des dispositions relatives aux vecteurs d'armes de destruction massive, avec une peine de 15 ans de réclusion criminelle prévue pour les infractions relatives à la fabrication, au commerce, à l'acquisition, à la détention ou au transport de ces vecteurs d'armes. Troisième élément de ce projet de loi, le renforcement des peines encourues en matière de contrebande, d'importation et d'exportation de biens de technologie à double usage. Cette nouvelle infraction douanière permettrait l'ouverture d'enquêtes judiciaires favorisant le démantèlement de filières de fraude. J'ajoute enfin 2 éléments. Combler une lacune importante du dispositif juridique en matière de financement, car la lutte contre le privilégie la répression du terrorisme et jusqu'à présent, le blanchiment au détriment de la prolifération. Dernier élément du projet de loi, le renforcement des moyens procéduraux de lutte contre la prolifération sur le modèle qui fait ses preuves dans notre pays des règles applicables contre le terrorisme et la criminalité organisée. Je pense tout particulièrement à la centralisation des enquêtes et des jugements du tribunal de grande instance de Paris et à l'utilisation de techniques spéciales d'enquête. Voilà l'objet de ce projet de loi. Ce projet de loi a été examiné par votre commission, Monsieur le Président. Je voudrais vous remercier chaleureusement, vous-même personnellement, et remercier le rapporteur, ainsi que l'ensemble des membres de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, qui a adopté à l'unanimité en commission, Monsieur le Premier ministre, ce texte. Nous nous en réjouissons. Mesdames, Messieurs les sénateurs, péroraison finale, je voudrais vous dire que notre pays est déjà parti aux instruments juridiques internationaux comme le traité de non-prolifération nucléaire, la Convention d'interdiction des armes chimiques, le règlement 428/2009 du Conseil de l'Union européenne portant sur l'exportation, le transit, le courtage des biens à double usage. Il s'est engagé de manière déterminée pour renforcer l'efficacité de la stratégie de l'Union européenne en matière de lutte contre la prolifération. En adoptant cette loi, notre pays franchira une étape supplémentaire, faisant preuve ainsi d'une exemplarité accrue. Elle montre la priorité qu'elle accorde à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, achève le travail lancé dans le cadre du G8. Ce travail, le G8 en avait fait une priorité. Nous en sommes actuellement, pour la 6e fois, le président de ce G8. En adoptant cette loi, nous montrons que nous sommes en effet déterminés à entraîner les grandes nations dans un effort pertinent, appliqué, systématique de lutte contre la prolifération et contre ceux qui la rendent possible. C'est un texte qui tient compte de la réalité, de la modernité, et je vous remercie d'avance d'adopter cette attitude de rassemblement que votre commission a exprimée en votant ce texte
à l'unanimité. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur André Dulair, rapporteur de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Monsieur le Président. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre et chers collègues, tout d'abord, Monsieur le Ministre, permettez-moi, étant le premier orateur de cet après-midi, de vous féliciter pour les nouvelles fonctions que vous occupez, vous dire le plaisir que nous avons à vous retrouver et nous savons combien votre rôle devra être important dans les mois et les semaines qui viennent. Dans sa résolution 1540 du 28 avril 2004, le Conseil de sécurité des Nations Unies a clairement désigné la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques et de leurs vecteurs comme une menace pour la paix et la sécurité internationale. Cette menace est directement liée au pouvoir destructeur de ces armes qui justifie le principe d'interdiction. Pardonnez-moi. Oui. La menace est également indirecte, car la prolifération est un facteur de course aux armements et de déstabilisation dans plusieurs régions du monde, notamment en Asie et au Moyen-Orient. La possession des missiles balistiques ou de croisière par un nombre croissant d'États ne fait qu'exacerber la prolifération nucléaire, chimique ou biologique. Aujourd'hui, 33 États n'ont toujours pas ratifié la Convention d'interdiction des armes biologiques de 1972. 7 États ne sont pas partis à la Convention d'interdiction de 1993 et 3 États n'ont pas adhéré au traité de non-prolifération nucléaire alors que la Corée du Nord s'en est retirée en 2003. Par ailleurs, l'adhésion à ces instruments fondamentaux n'en garantit pas toujours le plein respect. La Convention d'interdiction des armes biologiques ne comporte pas en effet de mécanisme d'inspection et de vérification. Le contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur les activités nucléaires se heurte à des limites politiques, juridiques et techniques. C'est ce que nous avons pu observer en Iran. Enfin, le rôle croissant des acteurs non étatiques dans la prolifération est un phénomène marquant de ces 15 dernières années. Chacun a en mémoire les activités du réseau dirigé par le scientifique nucléaire pakistanais Qader Khan, la diffusion des savoir-faire scientifiques et des technologies comme la mondialisation des échanges favorise l'apparition de nouveaux acteurs de la prolifération qui s'affranchissent largement des logiques et des pratiques habituelles des États. Face à ce type d'agissement, le renforcement des contrôles étatiques sur la fabrication et les transferts d'équipements sensibles est indispensable. C'est l'objet de la résolution 1540 qui est en grande partie à l'origine du projet de loi que nous examinons aujourd'hui. La résolution 1540 prescrit aux États la mise en œuvre d'un véritable plan de lutte contre les acteurs non étatiques de la prolifération. À cet effet, elle demande aux États de se doter d'une législation interdisant et réprimant les activités d'acteurs non étatiques liées aux armes de destruction massive ou à leurs vecteurs. En second lieu, de mettre en place des dispositifs intérieurs de contrôle visant à comptabiliser les produits sensibles, à assurer leur protection physique et à surveiller les exportations, enfin d'empêcher le trafic de ces armes et de leurs vecteurs. La résolution a créé un comité auprès du Conseil de sécurité appelé Comité 1540 qui est chargé d'en suivre la mise en œuvre. Ce comité analyse les rapports sur les mesures d'application nationale que les États membres sont tenus de remettre régulièrement. La France a soutenu l'adoption de cette résolution et se doit de la mettre en œuvre de manière aussi complète que possible.
Notre arsenal juridique en matière de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive résulte de strates successives, comme vous l'avez souligné, Monsieur le Ministre, notamment notre adhésion à plusieurs instruments internationaux, les conventions d'interdiction des armes biologiques et des armes chimiques que nous avons déjà évoquées, mais aussi la convention à l'AIEA sur la protection physique des matières nucléaires. C'est pour rendre cette législation plus complète et plus cohérente que le présent projet de loi a été élaboré. Parmi les améliorations apportées par ce texte, nous pouvons en retenir les points suivants. Tout d'abord, le projet de loi permet une harmonisation entre les régimes des sanctions pénales applicables aux armes chimiques, biologiques ou aux matières nucléaires. Il comble certaines lacunes, notamment l'absence d'incrimination du financement des activités liées à la prolifération, comme cela existe par exemple pour le terrorisme. Il instaure un régime pénal spécifique plus sévère pour les activités menées en bande organisée ou dans le but avéré de réaliser une arme. Cela permettra de cibler plus efficacement les réseaux de la prolifération en les distinguant des agissements isolés. La seconde amélioration résulte de l'introduction en droit français de la notion de vecteur d'armes de destruction massive, conformément à la résolution 1540. Jusqu'à présent, ces engins n'étaient pas distingués des autres matériels de guerre, alors que les infractions les concernant justifient un dispositif particulier. Troisième point, le projet de loi renforce les sanctions en cas d'infraction sur l'exportation des biens et technologies à double usage. On sait qu'il s'agit là d'un canal privilégié pour les réseaux de prolifération, car la vigilance des États plus facilement prise en défaut lorsqu'il s'agit d'un usage double. Enfin, le projet de loi instaure des règles spécifiques de procédure pénale, notamment la centralisation des poursuites et des jugements au TGI de Paris, afin de lutter plus efficacement contre la prolifération. Aux yeux de notre commission des Affaires étrangères et de la Défense, ce projet de loi va nous doter d'un dispositif très complet permettant de réprimer sévèrement tous les actes en lien avec la prolifération. Fort heureusement, nous n'avons jusqu'à présent été que très peu confrontés à ce type d'affaires. Une seule, je pense, a été examinée. Il n'en demeure pas moins nécessaire de mettre en place tous les moyens juridiques nécessaires pour y faire face. Grâce à ce projet de loi, la France sera en conformité avec les obligations qui découlent de la résolution 1540, étant rappelé que chaque État fait l'objet d'un examen régulier par le comité spécial institué auprès du Conseil de sécurité. Il nous semble également qu'avec la mise en place d'une législation complète et efficace, la France peut contribuer à promouvoir auprès des autres États les meilleurs standards et les meilleures pratiques. Nous savons que sur ces questions de prolifération, la France travaille étroitement avec ses partenaires européens et que l'Union européenne est engagée en tant que telle dans une stratégie de lutte contre la prolifération. Elle a notamment adopté une réglementation sur les biens à double usage, civils et militaires, destinée à harmoniser les pratiques des États membres. L'Europe consacre une grande partie des technologies et des équipements sensibles au regard de la prolifération. Il est indispensable d'adopter une approche coordonnée en la matière. Je souhaiterais également aborder une problématique qui sort du champ propre du projet de loi. Il s'agit du risque d'utilisation d'éléments radioactifs, par exemple d'origine médicale, pour la fabrication de bombes radiologiques que l'on appelle encore les bombes sales. Au sens du projet de loi, nous sommes en dehors du texte, mais c'est une hypothèse qui peut être utilisée pour le terrorisme de masse et qu'il faut donc prendre en compte. L'Agence internationale de l'énergie atomique
a adopté en 2003 un code de conduite sur la sûreté et la sécurité des sources radioactives. Il incite fortement les États à protéger les sources radioactives les plus dangereuses contre les actes de malveillance. La mise en place d'un dispositif de contrôle de la sécurité des sources radioactives est nécessaire. Je sais que des travaux interministériels ont été engagés en ce sens il y a un peu plus de 2 ans. Il nous paraît important que les mesures législatives correspondantes puissent intervenir aussi rapidement que possible. Pouvez-vous nous donner, Monsieur le Ministre, quelques indications sur ce point? Pour conclure, je dois indiquer que la Commission des Affaires étrangères et de la Défense a considéré que ce projet de loi constituait une avancée positive. Elle l'a adopté à l'unanimité. Et au nom de la Commission, je vous demande donc, mes chers collègues, d'approuver ce projet de loi dans le texte issu des débats de l'Assemblée nationale, en vous priant de bien vouloir excuser ma voix défaillante. Merci, mon cher collègue. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Jean-Pierre Chevènement, au titre du Rassemblement démocratique et social européen. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, tout d'abord, Monsieur le Ministre, permettez-moi de vous présenter mes cordiales félicitations pour votre promotion attendue à un poste prestigieux. Je suis certain que de cette charge et de ces responsabilités, vous saurez vous acquitter au mieux les intérêts de la France et de nos forces armées. L'adoption du présent projet de loi, Monsieur le Ministre, mettra enfin la France en conformité avec les obligations qui découlent de la résolution 1540, adoptée, je le rappelle, le 28 août 2004 par le Conseil de sécurité des Nations Unies. On peut se demander pourquoi il a fallu près de 7 ans à la France pour réaliser cette mise en conformité, alors que dès la chute du régime taliban en 2001, les services de renseignement américains faisaient savoir l'intérêt d'Al-Qaïda pour recueillir les éléments nécessaires à la confection d'une arme nucléaire. On ne compte plus les nombreuses initiatives internationales, dont les principales sont le partenariat mondial du G8 de juin 2002 au sommet de Kananaskis. Évoquerai-je en 2003 l'arraisonnement dans les eaux italiennes du cargo allemand BBC China, transportant des centrifugeuses, à la suite de quoi la Libye a révélé les activités du réseau semi-privé du docteur Abdelkader Khan pour approvisionner ses commanditaires à travers de multiples ramifications en matière nucléaire, équipement, mode d'emploi, permettant la réalisation in fine d'une arme nucléaire. Je ne veux pas évoquer l'initiative dite PSI, Initiative de sécurité contre la prolifération, de mai 2003, la stratégie européenne de non-prolifération de 2003, la Global Threat Reduction Initiative, GTRI, lancée en 2004 par les États-Unis en liaison avec l'AIEA, dont le Fonds de sécurité nucléaire est alimenté, je le rappelle, par les contributions volontaires des États. La Global Initiative to Combat the Nuclear Terrorism, prise en 2006 par les présidents Bush et Poutine. Enfin, le 5 avril 2009, dans son discours de Prague, le président Obama qualifiait la menace de terrorisme nucléaire comme étant la plus immédiate et la plus extrême pour la sécurité du monde. En avril 2010, un sommet mondial sur la sécurité nucléaire s'est tenu à Washington. Il a permis de ratifier la Convention sur la protection physique des matières nucléaires et son amendement de 2005, de mettre l'accent sur le recensement des matières sensibles et d'encourager la minimisation des usages civils de l'uranium hautement enrichi. On peut donc s'étonner, Monsieur le Ministre, du retard avec lequel ce projet de loi vient devant le Parlement. Ce n'est qu'en novembre 2006 que le Premier ministre a confié au secrétariat général de la Défense nationale le soin d'effectuer un diagnostic interministériel sur l'ensemble de notre arsenal juridique en matière de lutte contre la prolifération
des armes de destruction massive et de leurs vecteurs. Mieux vaut tard que jamais. Notre législation actuelle résultait de l'empilement de strates successives de 1972 à 2010. Il est donc bon d'harmoniser les dispositions régissant les trois domaines, nucléaire, biologique et chimique, en aggravant notamment les peines frappant les activités menées en bande organisée avant de dissuader les réseaux. Il était bon de réprimer le financement des actes contribuant à la prolifération. Il est également nécessaire de renforcer et d'élargir le dispositif répressif lié à la prolifération. On ne peut que se réjouir de la centralisation des poursuites et des jugements au TGI de Paris sur le modèle éprouvé de la législation antiterroriste. L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité, le 25 novembre 2010, le projet de loi. Votre commission des affaires étrangères et de la défense et des forces armées vous propose d'en faire autant sur le rapport de notre collègue M. Dulay. Je me bornerai, Monsieur le ministre, à faire quelques observations. Tout d'abord, ce projet de loi sera utile, notamment en ce qu'il définira un modèle pour d'autres pays dans un domaine dont on ne saurait sous-estimer l'importance stratégique. Deuxièmement, on ne doit pas se dissimuler que la plupart des trafics se déroulent hors du territoire national. L'adoption de la loi doit donc être relayée par une intense activité de coopération internationale en matière de renseignement et en tout domaine, policier, douanier, fiscal, maritime, aérien. Troisièmement, on peut s'étonner de deux omissions. L'une relevée par M. Dulay concernant la confection de bombes radiologiques, dites encore bombes sales, dont le risque paraît plus élevé que celui de la fabrication ou du vol d'une arme nucléaire proprement dite, dont la mise en œuvre par un vecteur approprié ne va pas de soi. Notre rapporteur nous indique que le gouvernement préparait un projet de loi sur la protection des sources radioactives. Je souhaite que vous nous indiquiez le délai nécessaire au dépôt de ce projet de loi sur le bureau des assemblées. De même, aucune disposition n'est prévue pour faire face aux attaques éventuelles dans le cyberespace. Ne serait-il pas temps, là aussi, de demander au SGDN de faire des propositions? Quatrièmement, enfin, l'intérêt apporté à la lutte contre la prolifération émanant d'acteurs non étatiques ne doit pas nous détourner de la lutte contre la prolifération d'origine étatique, tant il est vrai que les trafics illicites se nourrissent des comportements proliférants d'États n'ayant pas souscrit au TNP ou à d'autres instruments juridiques internationaux ou ne se conformant pas à leurs obligations. Ainsi, 33 États n'ont toujours pas ratifié la Convention d'interdiction des armes biologiques. 7 ne sont pas partis à la Convention d'interdiction des armes chimiques. Dans les deux cas, il y a la Syrie, l'Égypte, Israël. La Convention d'interdiction des armes biologiques souffre de l'absence d'un mécanisme d'inspection et de vérification. Quelles initiatives comptez-vous prendre pour y remédier? Enfin, la prolifération balistique ne peut être enrayée à travers le régime de contrôle des technologies des missiles, MTCR, créé en 1987, ni par le Code de conduite de La Haye de novembre 2002, qui n'est pas contraignant. Que comptez-vous faire? Notons enfin que le projet de traité dit cut-off, interdisant la production de matières fissiles à usage militaire, est en panne du fait du veto pakistanais à la conférence du désarmement et du refus par la Chine de tout moratoire sur la production de ces matières. Quelles initiatives le gouvernement français compte-t-il prendre dans ce domaine qui fonde la crédibilité de la lutte contre la prolifération? Notons en dernier lieu que l'administration américaine ne semble pas en mesure de faire ratifier le traité d'interdiction des essais nucléaires par le Sénat américain, faute de la majorité des 2/3 nécessaires à cet effet. Du discours de Prague à la réalité, il y a un écart auquel je rends sensible la représentation nationale. La lutte contre la prolifération est un tout. On aimerait que le gouvernement nous donne une vue d'ensemble de la manière dont il voit l'application des résolutions de la conférence d'examen du TNP de mai 2010. Dans ces domaines complexes, la vigilance ne doit jamais se relâcher. Il vaudrait mieux, Monsieur le ministre, que le gouvernement soit critiqué pour son activisme plutôt que pour sa mollesse. Sous ces réserves, le groupe RDSE votera le projet de loi. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Michèle de Messine pour le groupe communiste républicain citoyen, sénateur du Parti de gauche.
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, après avoir suivi heure par heure ce week-end de chaises musicales, je voudrais saluer l'arrivée d'un de nos collègues à cette responsabilité régalienne au plus haut niveau de l'État et vous en féliciter, Monsieur le Ministre. Conformément à la résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 28 avril 2004, ce projet de loi consiste à mettre en place des dispositifs permettant, dans le cadre de la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, de leurs vecteurs et des matériels connexes, d'agir contre les trafics illicites et les acteurs non étatiques. Ce texte prévoit de créer une procédure spécifique pour les infractions contribuant à la prolifération des armes de destruction massive, centralisation de l'enquête, de la poursuite, de l'instruction et du jugement, des crimes et délits au TGI de Paris, ainsi qu'un allongement substantiel des délais de prescription pour s'aligner sur ceux du terrorisme. Il crée une incrimination du financement des actes contribuant à la prolifération, ainsi qu'une aggravation des peines encourues. Enfin, il renforce le contrôle des biens à double usage, c'est-à-dire civils et militaires. Si on ne saurait prendre le risque de laisser tomber entre les mains des terroristes ces armes capables de mettre en danger la sécurité du monde, il ne faut pas se leurrer sur la portée réelle d'un tel texte. Jusque-là, un seul fait a été jugé en France concernant l'exportation, la fabrication ou l'utilisation illégale d'armes de destruction massive. C'était en 2003, lorsque le tribunal correctionnel de Paris a prononcé des peines allant de 10 mois à 3 ans de prison à l'encontre de 3 personnes arrêtées sur le territoire français en possession d'uranium hautement enrichi. Ainsi, de l'aveu de tous, la prolifération d'armes de destruction massive sur notre territoire est peu probable. Le problème vient d'ailleurs, puisque les terroristes ne s'arrêtent pas aux frontières et que des attaques peuvent venir de l'autre bout du monde, dans des États qui ne sont pas en mesure de lutter contre ce type de prolifération d'armes de destruction massive, malgré les mesures d'aide que prévoit la résolution 1540 des Nations Unies. Néanmoins, nul ne saurait être pour que la prolifération de ces matières extrêmement dangereuses au profit de terroristes passe par la France. On ne saurait transiger avec un tel enjeu. On n'aura de cesse de le répéter suffisamment. Ces armes peuvent, en une seule fois, tuer des centaines de milliers de personnes. Cependant, ce projet de loi ne saurait éclipser le problème central sur lequel je voudrais m'étendre un peu. La principale source d'insécurité pour notre planète vient des États eux-mêmes qui rentrent à reculons sur le chemin du désarmement nucléaire pour les États dotés de l'arme nucléaire et sur celui de la non-prolifération pour les autres. Le développement de nouvelles forces nucléaires élève le niveau de la menace intentionnelle et augmente la probabilité de risques accidentels comme celui du détournement des armes. Ce texte s'attaque à la prolifération illégale, mais quand bien même celle-là est légale, elle constitue un risque pour la sécurité internationale dont nous partageons la responsabilité avec l'ensemble du monde. Pour sa part, notre pays fait malheureusement fausse route en se considérant comme un bon élève et que l'arrêt des essais nucléaires et la limitation de son arsenal à 300 ogives nucléaires dispenserait de tout nouvel effort. On ne compte plus les occasions manquées par le gouvernement de s'engager sur le chemin du désarmement nucléaire. Depuis quelques années, malheureusement, il est loin de briller par son volontarisme en la matière, avec comme trame de fond la conviction que cela coïnciderait avec un déclassement de la puissance de la France dans le concert des nations. Ainsi, en mai dernier, à la tribune des Nations Unies, lors de la conférence de révision du TNP, la France a réitéré son discours habituel sur la non-prolifération nucléaire, bien que cette obstination des puissances nucléaires provoqua l'échec complet de la précédente conférence d'examen en 2005. La France est restée prostrée sur ses positions, participant à transformer en marché de dupes
le fondement du TNP qui impose aux pays n'ayant pas encore testé d'engins nucléaires de ne pas en mettre au point lorsqu'en échange les pays détenteurs s'engagent au désarmement nucléaire. Le gouvernement interprète même de façon spécieuse le TNP en ayant installé en Gironde le laser mégajoule. Cet outil, destiné à simuler les explosions nucléaires militaires et opérationnelles en 2014, a un coût pour le contribuable à hauteur de 2,3 milliards d'euros sur 10 ans, alors qu'ailleurs, le gouvernement impose toujours des économies draconiennes sur la plupart des budgets sociaux. Nous déplorons les développements de ce programme, tout comme la construction du centre de simulation des armes nucléaires conclu le 2 novembre dernier entre Nicolas Sarkozy et David Cameron lors de la signature des 2 traités de coopération militaire. Par ailleurs, je profite aujourd'hui du vote de ce projet de loi pour réitérer une proposition que j'avais déjà formulée devant cette même Assemblée le 23 mars dernier, lors du débat sur le désarmement et la non-prolifération et la sécurité de la France, c'est-à-dire l'arrêt du programme des missiles stratégiques M51, qui contient des têtes nucléaires et est un héritage de la guerre froide, plus qu'un instrument de défense adapté aux menaces qui pèsent aujourd'hui sur notre sécurité. En outre, le gouvernement et le président de la République sont attentistes dans la dynamique de désarmement nucléaire en cours sur la planète, puisqu'ils refusent toujours de soutenir la Convention d'élimination des armes nucléaires signée par 75% des États du monde. Nous avions d'ailleurs déposé, notre groupe, une proposition de résolution en ce sens. Quant au dernier sommet de l'OTAN des 19 et 20 novembre dernier, qui a entre autres entériné une défense antimissile coûteuse et marquant l'abandon de l'ambition d'une défense européenne, le président de la République y a encore montré des réticences dans la perspective d'un monde débarrassé des armes nucléaires. Il a fait peser tout le poids de la France contre le camp des antinucléaires mené par l'Allemagne pour que soit réinscrite la vocation nucléaire de l'OTAN dans la stratégie de Lisbonne en y faisant introduire la phrase que je cite « Tant qu'il y aura des armes nucléaires, l'OTAN demeurera une puissance nucléaire ». Insister pour baser le lien transatlantique sur la question nucléaire est contradictoire avec notre conception originelle de l'arme nucléaire comme garante de l'indépendance française. La puissance de notre pays est à présent considérée par le président de la République et son gouvernement comme la capacité d'être au plus près possible du rayonnement américain. Tout cela ternit l'image de la France et la prive d'une réelle crédibilité internationale. Bien entendu, ces aspects dépassent le cadre de la discussion, mais il était impossible de ne pas les aborder pour ne pas contourner les problèmes cruciaux que pose ce projet de loi. Et donc, pour en revenir au texte lui-même, par application de la légalité internationale et parce qu'on ne saurait transiger avec un terrorisme qui sévirait à base d'armes de destruction massive, vous l'aurez compris, nous voterons pour ce texte. Merci, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Rachel Mazuir pour le groupe socialiste. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, toutes mes félicitations. Je me joins aux félicitations précédentes. Je me réjouis personnellement nous nous réjouissons personnellement en ce qui me concerne, de l'arrivée de ce texte au Sénat, qui, je l'espère, restera d'application hypothétique. Autrement dit, que nous n'aurons jamais à connaître de faits criminels les plus graves, commandités ou encouragés par des groupuscules aux moyens d'armes de destruction massive. Je salue l'adoption de ce texte à l'unanimité par les députés, mais aussi par la Commission des Affaires étrangères du Sénat, qui n'a apporté aucune modification. L'issue de son examen au Sénat devrait être tout autant favorable et je souhaite vivement que cette initiative soit pleinement suivie par les autres pays signataires de la résolution 1540 du Conseil de sécurité de l'ONU à l'origine de cette réglementation. Pour autant,
Même si je ne saurais remettre en cause le bien-fondé de cette démarche internationale, je doute néanmoins de son efficacité et je souhaite vous exprimer ci-après mes doutes et mes remarques. L'historique du projet, d'abord. Je ne vais pas reprendre et analyser l'ensemble des articles, ça a été fait brillamment par ceux qui sont intervenus, l'ensemble des intervenants ici présents, mais je vais revenir sur l'historique de cette initiative, évoquée par certains. Ce projet de loi a pour objet de transposer en droit national les décisions contenues dans la résolution 1540 du Conseil de sécurité de l'ONU, adoptée à l'unanimité le 28 avril 2004, lesquelles ont pour objet d'interdire aux États d'aider les acteurs non étatiques à se procurer les moyens et les techniques scientifiques permettant de se doter d'armes nucléaires, biologiques et chimiques. Juridiquement contraignante, cette résolution impose un changement de législation interne des États membres qui souhaitent s'y conformer. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Je souhaite toutefois pousser ce rétrospectif historique plus loin en exposant d'autres facteurs qui ont ainsi encouragé les États à légiférer contre ce fléau. Les faits remontent au 10 décembre 2002, lors de l'arraisonnement par la marine espagnole, sur ordre des forces américaines, du navire nord-coréen Sosan, qui se trouvait dans les eaux internationales à destination du Yémen. L'absence de texte juridique approprié n'avait pas permis la saisie de pièces de missiles balistiques dont la provenance quasi certaine de Corée du Nord n'avait pu être prouvée. À la suite de cette constatation de l'impuissance des grandes forces de ce monde à lutter contre la prolifération de telles armes, c'est le président américain, donc George Bush, qui, le 31 mai 2003, a lancé un grand programme de coopération internationale, le PSI bien connu, initiative de sécurité en matière de prolifération, dans le but d'enrayer ce trafic des armes de destruction massive. Dès 2003, septembre, ce sont 11 pays, dont la France, qui ont adopté et publié cette déclaration sur les principes d'interdiction de la PSI. Mais la PSI n'est ni une institution, ni une organisation. La participation et la coopération se font sur la base du volontariat. Et je rappelle que la Russie et la Chine n'en faisaient pas partie. En parallèle, la France et d'autres États membres européens s'étaient déjà réunis sur ce thème lors du Conseil européen de Thessalonique, du 19 au 20 juin 2003. À cette occasion, ils avaient adopté une déclaration sur la non-prolifération dans laquelle ils s'étaient engagés à poursuivre l'élaboration d'une stratégie communautaire cohérente visant à faire face à la menace des ADM. Cette stratégie européenne a même été récemment complétée en décembre 2008, sous présidence française, ça a été dit, par un plan d'action contre la prolifération des armes dites NRBC, nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques, qui couvre ainsi tous les volets de la lutte contre la prolifération. Mais, à ce sujet, Monsieur le Ministre, il serait sans doute intéressant de nous voir présenter un bilan de ce plan d'action européen. Et c'est pour compléter ce dispositif, donc, que la résolution 1540 a en effet été prise également à l'initiative du président américain lors d'une réunion du Conseil de sécurité, dont, je l'ai dit, quelques mois après la mise en place de la PSI. Quelles limites, car il y en a, à la résolution 1540 ? Certains se sont interrogés sur l'utilité de voter cette résolution, alors même que la PSI venait d'être entreprise par la plupart des grands pays de ce monde. D'autant qu'aujourd'hui, les résultats obtenus peuvent paraître modestes. Le deuxième rapport du comité 1540 souligne en effet que tous les pays ne traitent pas de la même manière ce problème, alors même que l'objectif de cette disposition préconisait une réaction unanime et similaire de l'ensemble des États adhérents. À ce titre, j'ose espérer que le mandat de ce comité 1540, créé par la résolution auprès du Conseil de sécurité et chargé d'en examiner la mise en œuvre, sera de nouveau renouvelé à son expiration en avril 2011. C'est bientôt. Il est indispensable de maintenir ce dispositif et de veiller à la bonne application de ces dispositions par les États membres. En comparaison, tout de même, ce sont plus de 90 pays qui, à ce jour, ont souscrit au principe de la PSI. Doit-on justifier cet engouement par le caractère non contraignant, je le rappelle, de cette initiative qui peut apparaître
comme le signe d'un engagement politique quelque peu informel. De surcroît, et contrairement à la résolution 1172 qui demandait au Pakistan et à l'Inde d'adhérer au traité de non-prolifération nucléaire, cette résolution 1540 s'est abstenue d'exiger, bien évidemment, une telle adhésion. Cette résolution ne vise en outre la prolifération nucléaire que par la mention des acteurs non étatiques, lesquels ne sont d'ailleurs qu'imparfaitement définis. Alors je cite « personnes ou entités qui, n'agissant pas sous l'autorité légale d'un État, mènent des activités tombant sur le coup de la présente résolution ». C'est relativement vague, j'espère que ce sera quand même efficace. Les États ne sont donc pas concernés, bien que leur responsabilité ou leur négligence pourrait être invoquée, je pense, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, à la Corée ou à l'Iran. Cette résolution vise donc principalement les groupes terroristes, une notion qui n'est pourtant pas définie par le droit international et pour cause. De plus, cette résolution ne résout en rien l'inspection des navires en haute mer, alors même que l'affaire du navire Esso San pointait ce manque de juridique. Le droit de la mer, et vous le savez, interdit à tout État de contrôler sans traité bilatéral les navires battant pavillon d'un autre État en haute mer. Il aurait sans doute fallu insérer une clause spéciale autorisant ces interventions. Cependant, au travers des dispositions de ce projet de loi, la France a ainsi choisi de renforcer sa législation en adoptant une procédure pénale proche de celle prévue en matière de terrorisme, en prévoyant de lourdes peines et en renforçant les moyens d'investigation des forces de l'ordre et des magistrats. Comme il est impossible de se protéger efficacement de toutes ces armes, c'est la raison pour laquelle il est primordial d'agir en amont et de veiller, bien évidemment, à leur non-prolifération. Toutefois, je m'interroge sur les raisons du dépôt tardif de ce texte. Jean-Pierre Chevènement l'a rappelé tout à l'heure, 7 ans après l'adoption de cette résolution. Je n'ose douter la moindre seconde que l'urgence à vouloir transposer soudainement cette réglementation dans notre droit interne ne s'explique par quelques menaces sous-jacentes d'organisations illicites trafiquantes. Vous allez nous rassurer, j'en suis persuadé, Monsieur le Ministre. Certains jugeront mon analyse pessimiste, mais il m'est apparu utile de soulever ces questions légitimes au regard de l'importance du thème traité aujourd'hui. Ce projet de loi est encourageant et a le mérite de dresser une ligne directrice qui peut être suivie et reprise, ça a été dit, et c'est important, par des pays tiers. Il renforce nos propres moyens d'action par le développement de mesures pénales appropriées. Serons-nous pour autant entendus? Quelle est alors notre légitimité à clamer, comme la plupart des grandes puissances nucléaires, rechercher la paix et la sécurité dans un monde sans armes nucléaires, mais en parallèle, rappeler, et je reprends le discours du président américain prononcé à Prague en 2009, ne vous méprenez pas, tant que ces armes existeront, nous conserverons un arsenal sûr et efficace pour dissuader tout adversaire. Tous les pays pourraient ainsi tenir le même raisonnement et on rentre alors dans un cercle vicieux où la loi du plus fort s'applique et où la force dissuasive reste une arme de guerre menaçante et redoutable. Mes chers collègues, le chemin à parcourir est encore long, mais en votant ce texte, nous faisons aujourd'hui un pas important. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Xavier Pintat, au titre de l'Union pour un mouvement populaire. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre de la Défense, mes chers collègues, permettez-moi de me réjouir doublement cet après-midi. Tout d'abord, je voudrais moi aussi saluer l'arrivée de Gérard Longuet à la tête de ce grand ministère. Je sais son respect pour les hommes et les femmes qui composent le ministère de la Défense, ainsi que son profond attachement aux valeurs qu'incarne cette grande institution de la République. Donc je souhaitais lui formuler tous mes vœux amicaux de réussite. Ensuite, je voudrais me féliciter de l'inscription rapide de ce projet de loi à notre ordre du jour, à peine plus de 3 mois après son adoption à l'Assemblée nationale le 25 novembre dernier. J'en profiterai également pour rendre hommage au travail de notre collègue et rapporteur André Dulay, qui, de la lutte contre la piraterie
à celle contre la prolifération d'armes de destruction massive ne cesse de s'atteler pour la sécurité mondiale. Enfin, rappelons que déjà en 2004, notre commission s'était saisie d'une partie de ce sujet, et je parle sous le contrôle du président Jospin de Rohan. Un rapport d'information sur la prolifération nucléaire et les réponses aux crises en la matière avait été publié. Cela témoigne, je crois, non seulement de la continuité du travail de notre commission, mais aussi de la qualité du travail réalisé par cette commission. Le projet de loi relatif à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive répond à des impératifs internationaux et nationaux. Il y a encore peu, l'interdiction des armes de destruction massive était appréhendée de façon catégorielle. Le droit international a successivement érigé des conventions de plusieurs types, des conventions d'interdiction pour les domaines du biologique et du chimique, telles que la Convention d'avril 1972 interdisant la mise au point, la fabrication et le stockage des armes biologiques ou à base de toxines, ou encore celle de 1993 interdisant la mise au point, la fabrication et le stockage et l'emploi des armes chimiques en instaurant leur destruction. En outre, pour les interdictions ou protections dans les domaines du nucléaire et des matériels à double usage, ce sont des régimes de contrôle qui ont été institués. J'en veux pour exemple la Convention de l'AIEA relative à la protection physique des matières nucléaires de 1979. Avant l'effondrement du bloc soviétique, la menace que représentaient les armes de destruction massive était étatique et par conséquent clairement identifiable. D'ailleurs, ce sont beaucoup de doctrines qui ont vu le jour à cette époque, qui occupent aussi beaucoup de chercheurs aujourd'hui en géopolitique. Après 1991, à la menace des armes de destruction massive s'est ajoutée celle de leur prolifération sauvage, en dehors de tout cadre juridique international. Les 30 dernières années, et en particulier les 10 qui viennent de s'écouler, ont vu se mettre en place l'émergence non seulement de nouveaux États, mais surtout de réseaux privés, clandestins, internationaux, à un moment où le terrorisme a valeur de doctrine stratégique pour les organisations non étatiques. En 2004, tant pour le groupe des 5 pays détenteurs de l'arme nucléaire que pour tous les pays ayant ratifié les conventions évoquées ou étant partie pris du traité de non-prolifération, TNP, il faut bien avouer que le choc est venu du Pakistan. Les confessions du père de la bombe nucléaire pakistanaise sur un réseau organisé, les révélations de la Libye sur ce même réseau ont démontré l'ampleur des ramifications et de la complexité du phénomène. Ces nouveaux canaux de prolifération demeurent l'une des plus grandes menaces pour la sécurité internationale. C'est face à leur étendue et à la très difficile reconstitution que le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté la résolution 1540 et mis en place un comité avec un groupe d'experts qui veille à son application. D'ailleurs, à cet instant, je voudrais attirer votre attention sur la prorogation du mandat du comité après le 25 avril 2011. Au vu, je crois, de la multiplication des menaces actuelles pour la sécurité internationale, il serait plus que souhaitable que notre diplomatie s'emploie, avec ses partenaires du Conseil de sécurité, à définir les contours d'une nouvelle résolution qui prorogera le mandat du comité 1540. Par ailleurs, il semble important de rappeler que la résolution 1540 est garante d'une approche globale de la lutte contre la prolifération d'armes de destruction massive. En premier lieu, celle-ci vise à renforcer les contrôles étatiques sur la fabrication, les transferts de biens et de technologies considérés comme sensibles du point de vue de la prolifération. En second lieu, et je crois que c'est particulièrement important, elle enjoint les États à adapter leurs dispositifs législatifs et juridiques nationaux et de mettre en place les systèmes de contrôle. C'est dans cette logique que s'inscrit le texte de cet après-midi. En adoptant ce texte, la France, membre du Conseil de sécurité, la France, État nucléaire, y souscrit activement. Pour notre pays, ce texte doit être envisagé comme, je crois, une occasion, d'abord une occasion d'adresser un message symbolique fort, tenant au respect et à l'application de ses engagements internationaux. Ensuite, aussi l'occasion d'ouvrir la voie dans l'établissement de standards législatifs en matière de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive.
En cela, et même de façon indirecte, la France répond aux obligations de la résolution 1540 relative à l'aide et l'assistance aux autres pays qui n'ont pas les capacités d'adaptation de leurs dispositifs législatifs nationaux. Mes chers collègues, en plus d'honorer nos obligations internationales, ce projet de loi est un formidable moyen de pallier les lacunes de notre législation relative à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive. En effet, l'arsenal législatif et juridique actuel est trop morcelé. Notre approche législative et répressive du sujet est trop catégorielle. Elle répond au classement d'armes et des traités internationaux les régissant. Le droit actuel résulte de l'empilation, de ratifications successives par notre pays des conventions. D'ailleurs, cette faille n'a pas manqué d'être évoquée lors de l'élaboration du livre blanc sur la défense de la sécurité nationale en 2008. L'heure est donc venue de procéder à une harmonisation de la lutte contre la prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs, et ce, dans les 3 domaines. Ce projet de loi contient une disposition, je crois, qui est primordiale. Il introduit pour la première fois dans notre législation la notion de vecteur, sachant qu'auparavant, il n'était pas distinct des autres matériels de guerre, et cela semble être une nécessité absolue que de le faire. Je ne reviendrai pas sur le détail des dispositions liées aux règles de procédure pénale spécifiques que le texte instaure. Toutefois, on ne peut que se féliciter que ce projet aggrave les sanctions prévues en cas d'exportation sans déclaration de biens à double usage. Ainsi, il permettra de qualifier les infractions les plus graves liées à la prolifération d'actes terroristes. À mon sens, ce sont là des avancées majeures qui prennent en compte les réalités stratégiques auxquelles doit faire face la France. Et pour toutes ces raisons, le groupe UMP votera ce texte. Pour conclure, Monsieur le Ministre, je tenais aussi à rappeler que ce projet de loi permet également à notre pays de jouer un rôle de leader au sein de l'Union européenne, qui, il faut bien l'avouer, dans ce domaine, ne mène pas une politique concertée. L'harmonisation des instruments juridiques français, je crois, doit appeler à la mise en place de meilleurs standards pratiques européens en matière de contrôle et de lutte contre la prolifération d'armes de destruction massive. Cela est capital car le sol européen concentre les technologies les plus avancées, les équipements les plus sensibles et qui peuvent faire l'objet, bien entendu, de prolifération. Aussi, je formulerai le vœu que l'Union européenne adopte rapidement une politique plus coordonnée contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs. Mes chers collègues, Monsieur le Ministre, je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jacques Berthoud, apparenté au groupe socialiste. Bonjour, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, je ne reviendrai pas sur toutes les félicitations qui vous ont été adressées, je les partage. Comme le dit le fameux proverbe, mieux vaut tard que jamais, car il n'aura échappé à aucun observateur que plusieurs années se sont écoulées depuis l'adoption de la résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations Unies, en 2004. Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui transpose dans notre droit interne les décisions contenues dans cette résolution. Il a été déposé en 2009, soit 5 ans après la rédaction de cette résolution, alors même que la France fut l'un des pays à l'origine de son adoption. Ce texte a été adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale le 25 novembre 2010. Dès son préambule, cette résolution rappelait certains principes intangibles. La prolifération des armes nucléaires, biologiques ou chimiques, les fameuses NBC, et de leurs vecteurs constituent une menace pour la paix et la sécurité internationale. Les États se sont engagés à lutter contre cette prolifération. L'une des principales préoccupations est alors d'empêcher, ou pour le moins de rendre très difficile, pour des acteurs non étatiques, donc des groupes terroristes, de se procurer des armes nucléaires, biologiques et chimiques. Il s'agit alors bien évidemment de stigmatiser la menace terroriste
et d'essayer de la contenir en adoptant des législations de principe dans chaque État. La résolution invite ainsi l'ensemble des États à appliquer et adopter des législations appropriées, interdisant à tout acteur non étatique de fabriquer ou de se procurer des armes nucléaires, biologiques ou chimiques. En 2004, cette résolution des Nations Unies trouvait son origine dans un contexte mondial particulièrement brûlant, 3 ans après les attentats du 11 septembre et 13 mois après l'invasion de l'Irak par la coalition menée par les États-Unis. Nous sommes désormais en 2011 et les temps ont changé. Cependant, il est de notre devoir d'adopter ce projet de loi, d'autant plus que le comité chargé de suivre la mise en œuvre de la résolution 1540 devra rendre, au plus tard le 24 avril prochain, un rapport indiquant si la résolution a été appliquée et ses prescriptions satisfaites. Il faut bien avouer qu'un dysfonctionnement de transposition en droit français ferait désordre. Ce projet de loi est complexe sur le fond, mais il peut finalement être résumé en quelques mots. Il s'agit simplement d'interdire et de réprimer en droit interne tout ce qui concourt de près ou de loin à la prolifération d'armes nucléaires, biologiques et chimiques au profit d'acteurs non étatiques. Est également incluse dans ce champ toute activité visant à permettre à un groupe terroriste de se doter de vecteurs, c'est-à-dire de missiles. Par ailleurs, ce projet de loi définit de manière très large les infractions relatives à la prolifération des armes NBC et prévoit des peines très lourdes. La procédure pénale est la même que celle applicable en matière de terrorisme. En adoptant ce projet de loi, nous répondons à une exigence des Nations Unies, bien sûr, mais nous envoyons également un signal dissuasif à tous ceux qui tenteraient de s'impliquer dans des activités de prolifération sur le sol national. Monsieur le ministre, je vous assure, personne au sein du groupe socialiste et apparenté ne saurait s'opposer à l'adoption de ce projet de loi. D'ailleurs, dans notre pays, à l'exception des terroristes eux-mêmes, quel citoyen pourrait rationnellement être en faveur de la prolifération des armes nucléaires, biologiques et chimiques, au profit de groupes terroristes? La France se doit d'adopter ces mesures, enfin, disais-je, de montrer sa détermination en la matière. Ce texte est principalement préventif, il n'a pas vocation, souhaitons-le, à s'appliquer au quotidien. En réprimant des infractions commises en matière de prolifération d'armes NBC sur le territoire national, ce texte ne saurait s'appliquer a priori qu'à des tentatives isolées, peu organisées, à un terrorisme que l'on pourrait qualifier d'amateur. Ce texte n'empêchera pas les autres, les groupes organisés, de passer les frontières et de sévir depuis l'étranger. Il est en effet nécessaire d'avoir en la matière une approche tous azimuts et transfrontalière. L'Union européenne a adopté en 2008 un plan d'action contre la prolifération des armes dites NBC, que le Parlement européen, dans un rapport de novembre 2010, a jugé manquer de rigueur et de cohérence sur différents points. On peut notamment regretter que la clause de solidarité présente dans le traité de Lisbonne ne soit pas citée dans ce plan d'action. La lutte contre la prolifération des armes de destruction massive a longtemps été un tabou. Les politiques menées jusqu'à présent semblent s'essouffler par manque de volontarisme. Il est donc primordial que la France réaffirme sa volonté d'action en matière de lutte contre cette prolifération. Puisque chacun est d'accord sur l'adoption de ce texte, enfin je le pense, force est de constater que les problèmes de fond subsistent. Nous légiférons aujourd'hui contre une prolifération parfaitement hypothétique. Par l'adoption de ce projet de loi, nous nous protégeons d'un danger qui reste jusqu'ici abstrait. La menace du terrorisme nucléaire est hypothétique, disais-je. Le risque d'utilisation d'armes biologiques ou chimiques par des groupes terroristes est en revanche réel, mais de telles armes ne sont pas faciles à manipuler. Le constat est partagé, rares sont les acteurs non étatiques, les groupes terroristes essayant de développer des armes de destruction massive. Reconnaissons que le procédé est complexe, long à mettre en œuvre. En bref, il ne correspond aucunement aux objectifs généralement recherchés par les groupes terroristes. Ces derniers préfèrent agir vite en employant des méthodes simples, ingénieuses, nécessitant une logistique qui ne s'appuie pas sur les armes NBC. Les attentats du 11 septembre 2001 en sont le meilleur exemple. Il suffit de regarder la liste des attentats commis dans les 15 dernières années pour s'en convaincre. Les terroristes préfèrent employer des méthodes traditionnelles. À côté de ça, se souvient-on des attentats au gaz sarin dans le métro de Tokyo en mars 1995 qui faisait 12 morts et des milliers de blessés, ou encore plus récemment de l'envoi de bactéries de maladies du charbon par courrier qui aurait coûté la vie de 5 personnes aux États-Unis en 2001. Enfin, il me paraît indispensable de ne pas dire un mot sur la prolifération d'État à État.
ce qui reste à ce jour la principale menace en matière de prolifération nucléaire. À ce titre, je me souviens du débat que nous avions eu ici même le 23 mars dernier, un débat sur le désarmement, la non-prolifération nucléaire et la sécurité de la France. L'excellent travail du rapporteur, M. Jean-Pierre Chevènement, démontrait que le maintien de notre posture et par conséquent de notre effort de défense en matière de dissuasion constituait la meilleure garantie de la paix. La dissuasion est bel et bien la seule garantie qui nous est offerte contre la prolifération d'État à État. Aucune législation nationale ne pourrait éliminer un risque quelconque. Cette prolifération-là reste la principale menace. Le terrorisme a ses armes traditionnelles, bien sûr. Il ne faut pas sous-estimer la menace visée par ce projet de loi, de même qu'il ne faut pas la surévaluer. Il faut donc adopter ce projet de loi pour deux bonnes raisons. Ce texte est nécessaire et il est conforme à la résolution internationale que nous avons adoptée en 2004. Espérons que les juges n'aient jamais à appliquer ces dispositions sur notre territoire. Merci. Merci. La parole est à Madame Dominique Voynet, attachée au groupe socialiste. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Ministre, on vous a ici aujourd'hui chaudement félicité sur tous les bancs, à droite et pratiquement autant à gauche. C'est une tradition républicaine bienvenue, mais vous me permettrez de souligner l'étrangeté qui consiste pour un pays comme le nôtre, qui entend peser sur la marche du monde et qui est doté de robustes moyens de défense, à changer de ministre de la Défense à tout bout de champ. Ainsi, ce ne sont pas moins de 3 ministres de la Défense qui auront eu à se pencher sur ce petit texte qui vise à adapter notre législation nationale aux exigences de la résolution 1810 adaptée en 2008, un texte qui renforce donc notre arsenal juridique de lutte contre la prolifération des armements de destruction massive et de leurs vecteurs. Dans son préambule, la résolution des Nations Unies précise bien qu'il s'agit d'interdire aux États d'aider des acteurs non étatiques à se procurer les moyens et techniques permettant de se doter d'armes nucléaires, biologiques et chimiques. La résolution réaffirme ou rappelle des points sur lesquels nous serons tous d'accord: la prolifération des armes nucléaires, chimiques ou biologiques et de leurs vecteurs constitue une menace pour la paix et la sécurité internationale. Les États se sont engagés à lutter contre la prolifération. La menace terroriste est fort préoccupante et parmi les préoccupations principales figure le risque de voir des acteurs non étatiques se procurer des armes de destruction massive des catégories citées. Le texte de loi qui nous est proposé inscrit donc dans le droit national que tout ce qui concourt d'une façon ou d'une autre, de près ou de loin, à la prolifération d'armes nucléaires, biologiques ou à base de toxines au profit d'acteurs non gouvernementaux, de groupes terroristes, est interdit et réprimé par la loi. Il sévérise les peines encourues par les criminels et va jusqu'à prévoir, anecdote ou cerise sur le gâteau, la confiscation des matériels ou missiles illégalement détenus. Je ne doute pas que ce texte sera voté à l'unanimité, il le sera aussi par les sénateurs verts. Mais je veux simplement, à cet instant, poser une question. À quoi donc sert réellement ce texte? Serons-nous désormais mieux protégés? Les mesures annoncées sont-elles de nature à dissuader les criminels? En vérité, je n'en suis pas certaine, même si vous nous dites qu'il se crée une économie de la prolifération illégale sur fond de mondialisation, utilisant les nouvelles technologies de la communication et profitant de l'ouverture des marchés financiers. Je n'en suis pas certaine, même si vous nous dites que des acteurs non étatiques cherchent très concrètement à acquérir des armes de destruction massive ou des composants permettant d'en fabriquer. Le risque existe sans doute, il est essentiellement potentiel. Mais la question reste entière. Le projet de loi peut-il dissuader les terroristes, les trafiquants? Les faits incriminés n'existent pratiquement pas en France, puisque Michel Voisin, à l'Assemblée nationale, a identifié un seul événement en mars 2003 qui a conduit à une condamnation par le tribunal correctionnel de Paris. Nous aurons donc mis à jour le Code de la défense. Nous serons dotés d'un arsenal juridique nous permettant de traiter de problèmes théoriques, mais nous n'aurons pas fait reculer la prolifération, dont nous savons bien qu'elle est pour l'essentiel le fait des États,
des États, pour certains, au fonctionnement opaque et peu démocratique, comme la Corée du Nord ou le Pakistan, des États qui assument tranquillement devant leur population le fait de s'être dotés de l'arme nucléaire, comme le nôtre. Nous y reviendrons sans doute, mais c'est là un point dont nous avons été amenés à débattre à plusieurs reprises. Je pense tout particulièrement au débat qui a été mené à la suite de la présentation du rapport d'information de Jean-Pierre Chevènement l'an dernier, ici même. Jean-Pierre Chevènement admettait que si le TNP constituait effectivement la clé de voûte de l'ordre nucléaire mondial, il n'avait finalement pas permis d'empêcher la prolifération nucléaire, ce qui constituait pourtant son principal objectif théorique. En vérité, le problème est double. D'un côté, de nouveaux observateurs ont pointé le fait que des liens très étroits existent entre le nucléaire civil que le TNP prétend encourager et le nucléaire militaire dont il prétend contenir la diffusion. D'autre part, la faiblesse de l'argumentation selon laquelle certains États seraient fondés à se doter de ce type d'armes, quand d'autres seraient décidément jugés trop instables ou trop dangereux pour y avoir accès eux-mêmes. Nous sommes réellement en difficulté. Ce sont des points qui sont largement débattus. La liste est longue des décisions hasardeuses, voire des fautes qui ont été commises par notre pays en la matière. On se souvient forcément de la position du président de la République, qui n'avait pas seulement proposé des rafales à la Libye, mais aussi des centrales nucléaires à vocation civile. Je me souviens des commentaires de certains diplomates et de certains hauts gradés de l'armée. Ils en frémissaient d'avance. Heureusement, cette proposition ne s'est pas concrétisée. On doit aussi pointer l'annonce d'une volonté de coopération avec la Chine dans le cadre d'un partenariat global pour la mise au point d'un réacteur nucléaire de moyenne puissance de 3e génération, ou encore l'accord de coopération signé le 22 février avec l'Arabie saoudite dans le domaine du nucléaire civil. On doit encore évoquer l'inauguration en octobre dernier du laser mégajoule, évoqué longuement par Michel de Messile, et le développement qui lui est lié d'armes nucléaires miniaturisées, sans oublier le ralliement de la France au principe d'une défense antimissile dans le cadre de l'OTAN. Dernier point, le contexte national, lui aussi source d'interrogation. 2 députés, Christian Bataille et Claude Biraud, viennent de faire part de leurs conclusions quant à l'évaluation du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs. Dans leur rapport, ils pointent du doigt le paradoxe de la tranquillité dans le domaine nucléaire. L'anomalie détectée par EDF le 1er février aux conséquences potentielles sur la sûreté des installations de 34 réacteurs nucléaires en France pose aussi question. En conclusion, comme j'ai eu l'occasion de le dire à l'occasion de plusieurs débats ici même à ce sujet, je pense que la seule façon de limiter la prolifération, c'est de limiter les arsenaux et de cesser de vendre des équipements nucléaires civils urbi et torbi. Nous avons proposé à maintes reprises de commencer par établir une zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient. Nous avons un devoir d'exemplarité. Chiche, soyons exemplaires, cessons d'alimenter la machine infernale. En conclusion, bien que ce projet de loi me paraisse assez éloigné de la réalité concrète du champ nucléaire, bien qu'il ne traite pas, contrairement à son titre, de toutes les dimensions de la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, de leurs vecteurs et des matériels connexes, je pense qu'il est néanmoins intéressant en tant que signal. Nous le voterons donc, comme je l'ai annoncé tout à l'heure. Merci, ma chère collègue. La discussion générale est close. Monsieur le ministre. Oui, merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les sénateurs, je retrouve le Sénat comme nous l'aimons pour ceux qui aiment la République, c'est-à-dire un lieu où l'on débat, où l'on s'écoute, où l'on peut se retrouver sur un projet majeur tout en marquant ses différences. Et c'est exactement le sentiment que je retire de ce débat général où les orateurs des différents groupes ont proposé un vote favorable. Nous allons donc vers un vote unanime, tout en indiquant les raisons pour lesquelles le gouvernement, à tout instant, doit faire attention et doit s'efforcer de faire au mieux. Je remercierai Xavier Pintat, sénateur de la Gironde, parce qu'il a repris avec plus de talent, plus de compétences que j'en ai à cet instant, mais j'espère le rattraper, le sujet d'ensemble de la lutte contre les armes de destruction massive. Je voudrais dire au ministre de la Défense, Jean-Pierre Chevènement,
que j'ai écouté avec une extrême attention son intervention parce que, comme d'autres collègues l'ont rappelé, il sait, outre sa compétence, je dirais historique, s'il accepte cet adjectif, récente, à travers sa communication, eh bien, il a attiré mon attention sur, non pas des faiblesses du dispositif, mais la nécessité de l'insérer dans une réflexion plus soutenue et ne perdre aucune opportunité. Il a souligné avec un peu de malice que cette ratification était tardive, que nous avions laissé les années s'écouler entre 2004 et 2011. Je dois vous dire que dans d'autres domaines de ratification de conventions internationales, et notamment de directives européennes, je ne pense pas qu'il manifeste un zèle d'une activité totale. Disons que la France a mûri progressivement et à travers des gouvernements et des ministres successifs, un texte qui aujourd'hui nous rassemble, mais chacune de ces interventions me paraît légitime, pertinente, et je suis certain que je m'efforcerai, avec mes collaborateurs, de les intégrer dans notre réflexion. Je voudrais remercier et Rachel Mazuir et Jacques Berthaud, parce que, au fond, ils nous ont dit, vous pouvez voter ce texte, les choses sont un peu lentes, mais votons-le et on progressera, qu'ils en soient à cet instant remerciés. Madame de Messine et Madame Voynet se sont livrées à un exercice assez difficile, au fond, à dire qu'ils étaient contre la politique du gouvernement en général, contre la politique nucléaire en particulier, contre plus globalement contre la politique de l'énergie nucléaire et non pas de nucléaire militaire, tout en reconnaissant qu'il fallait voter le texte. Je garderai que la conclusion, elles voteront le texte, vos groupes voteront le texte. Pour ma part, je m'en réjouis. C'est au fond un pas vers une compréhension mutuelle, mais je crois qu'il y a encore un peu de chemin à faire et dans le cadre de mes responsabilités, je m'y emploierai. Je voudrais dire à André Dulay qu'il a posé une question extrêmement immédiate et concrète sur les sources médicales. Nous avons un texte qui est aujourd'hui en phase finale, qui devrait être présenté par mon collègue ministre de l'écologie, de l'environnement, du développement durable, des infrastructures et du logement. Et ce texte, je prends l'engagement devant vous de veiller à ne pas subir les reproches qui ont été exprimés d'une façon d'ailleurs tout à fait raisonnable, d'attendre trop longtemps et de perdre une occasion de travailler. Je voudrais indiquer que ce qui a été engagé produit des résultats. Je confesserai que je n'ai pas encore aujourd'hui, à cet instant, une compétence suffisante pour vous convaincre totalement. Je reviendrai volontiers sur ce texte parce qu'il y a eu, certes, une seule décision judiciaire, mais l'action européenne et l'action internationale, les saisies en mer, les saisies en particulier de biens à double usage montrent que la situation est en train d'évoluer et que les grandes puissances arrivent à entraîner l'immense majorité des pays responsables vers des politiques d'attention, de contrôle, d'isolement et de dénonciation de ceux qui, en effet, auxiliaires d'États incertains, cherchent à tirer profit de trafic aux limites du trafic industriel ou du trafic militaire, ces fameux biens à double usage. C'est la raison pour laquelle, à cet instant, je ne suis pas certain de vous convaincre dans vos doutes, mais comme vous votez le texte, eh bien, je me promets de progresser pour pouvoir vous convaincre la prochaine fois de toujours le voter comme vous le faites aujourd'hui, mais avec un enthousiasme que vous ne partagez pas complètement et dont je m'efforcerai de vous convaincre demain. Merci, Monsieur le Ministre. Nous allons passer à la discussion des articles du projet de loi. À l'article 1er, je ne suis saisie d'aucun amendement. Je vais pouvoir faire voter sur cet article 1er. Ceux qui sont favorables à son adoption voudront bien l'exprimer en levant la main. Ceux qui sont contre, il est adopté. Sur les articles 2 à 20, je ne suis saisie d'aucune demande de prise de parole ni d'aucun amendement. Peut-on considérer que c'est le même vote? Très bien. Je vais donc faire voter sur l'ensemble, sur le projet de loi. Ceux qui sont favorables à l'adoption de ce projet de loi voudront bien l'exprimer. Une explication de vote, monsieur.
Merci Madame la Présidente de m'autoriser à expliquer un vote qui est déjà acquis, mais que lorsque vous nous avez fait voter les différents titres et articles, n'y a-t-il pas nécessité de justifier le maintien de la suppression de l'article 18 ? Oui, il est supprimé. Je fais donc, il n'y a pas d'autre demande d'explication de vote, je fais voter sur l'ensemble du projet de loi. Ceux qui sont favorables à son adoption lèveront la main. Merci. Il est donc adopté à l'unanimité. L'ordre du jour appelle maintenant la discussion du projet de loi relatif au contrôle des importations et des exportations de matériel de guerre, de matériel assimilé, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l'Union européenne et au marché de défense et de sécurité. Dans la discussion générale, la parole est à Monsieur Gérard Longuet, ministre de la Défense et des Anciens combattants. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, nous sommes aujourd'hui dans un monde imprévisible face à des contraintes budgétaires croissantes. L'Europe doit donc être en mesure de développer des capacités militaires dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune qu'elle construit. Dans cette construction, établir un marché européen pour les équipements de défense est donc indispensable. Ce projet de loi se propose de transposer des directives sur les transferts intracommunautaires de produits liés à la défense et sur la coordination des procédures de passation de marché des travaux, des marchés de fournitures, des marchés de services dans les domaines de la défense et de la sécurité. Deux avancées dans ce projet de loi. La première avancée est de fluidifier les échanges intracommunautaires et harmoniser les modalités de contrôle étatique. Pour les entreprises, il y en a des grandes, mais il y en a de très nombreuses, beaucoup plus petites, il s'agit de réduire les coûts et les incertitudes juridiques liées à l'actuelle hétérogénéité des régimes nationaux. Dans le domaine des procédures de contrôle, des champs d'application, des délais d'autorisation. Le marché européen des produits liés à la défense est en effet aujourd'hui fragmenté en 27 régimes de contrôle nationaux. Pour les États membres, après les entreprises, il s'agit de garantir la sécurité d'un approvisionnement d'origine européenne pour répondre aux besoins opérationnels de leurs forces. Je dis bien la sécurité d'un approvisionnement d'origine européenne. En ce qui concerne les transferts intracommunautaires, le texte propose d'instaurer un principe de liberté encadrée du commerce et de l'industrie, liberté encadrée, et donc de supprimer le dispositif des autorisations d'importation et de transit. Le cadre juridique harmonisé nouveau reposera sur un dispositif de contrôle à la fois a priori et a posteriori par le biais de 3 types de licences. Licence de transfert, évidemment, individuelle pour les unes, globale et générale. Au-delà des transferts intracommunautaires, nous avons profité de la transposition de la directive pour rénover notre dispositif national de contrôle des importations et des exportations qui repose sur des principes qui datent de 1939. Petit rajeunissement paraissait souhaitable. Le projet de loi propose donc de remplacer l'actuel système de double autorisation, agrément préalable pour négocier et signer un contrat d'une part, et ensuite autorisation d'exportation d'autre part, par une licence unique qui fusionnera ces deux autorisations dans un esprit de simplification administrative et d'harmonisation avec les procédures en vigueur chez la plupart de nos partenaires. Ce projet de loi créera une licence générale d'exportation utilisable à destination de pays jugés suffisamment sûrs et limitativement désignés par un arrêté. Mais là, les entreprises bénéficieront d'une licence générale d'exportation.
Le projet prévoit également la mise en place d'un mécanisme de qualification des entreprises souhaitant utiliser des licences générales d'exportation et de certification des entreprises souhaitant recevoir des produits liés à la défense. Donc, qualification des entreprises souhaitant utiliser les licences d'exportation et certification des entreprises souhaitant recevoir des produits liés à la défense afin de vérifier la fiabilité de leur organisation interne. Le projet prévoit enfin la création d'un dispositif de contrôle a posteriori avec la mise en place d'un comité ministériel du contrôle qui impliquera plusieurs services du ministère de la Défense dans des opérations de contrôle des entreprises sur pièce et sur place. C'est tout le sens des amendements gouvernementaux qui ont été présentés, Monsieur le Président, en commission. Ces amendements introduisent 3 éléments nouveaux. L'habilitation des agents du ministère de la Défense en charge du contrôle, l'obligation pour les entreprises de permettre l'accès de ces personnels habilités et une demande d'avis du ministre de la Défense préalablement à tout acte de poursuite envisagé. Naturellement, un haut niveau de sécurité sera maintenu, toute autorisation pouvant être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée, notamment dans le cas d'un changement du contexte international rapide et brutal. La deuxième avancée que permet ce projet de loi est de contribuer à l'harmonisation de la législation communautaire pour favoriser le développement d'une concurrence plus loyale au sein de l'Union européenne et introduire plus de transparence dans les marchés passés par les autres États membres. C'était l'objectif de la directive du 13 juillet 2009 relative au marché de défense et de sécurité, qui vise, cette directive, notamment à limiter l'utilisation massive par certains États membres de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, permettant de soustraire des achats d'armement à la concurrence. On a bien compris qu'il s'agissait de lutter contre le protectionnisme national de certains pays qui excluaient nos entreprises de l'idée même d'accéder à leur marché. Pour autant, l'ouverture des marchés qu'organise cette directive est une ouverture maîtrisée. Le texte conserve naturellement la possibilité d'exclure les marchés sensibles. Il continue également à exclure tout programme de recherche cofinancé avec d'autres États européens, ainsi que ses phases ultérieures. Quand on travaille en État européen, en coopération, nous avons cette possibilité de garder un système spécifique. Enfin, il prévoit de larges possibilités de sélection des soumissionnaires sur le fondement d'exigences relatives à la sécurité d'approvisionnement, en particulier sur la base de la localisation des activités sur le territoire de l'Union européenne. Vous voyez bien qu'il s'agit d'une ouverture maîtrisée qui a pour objet de renforcer, de promouvoir, de développer une base industrielle et technologique de défense européenne. Le projet de loi qui vous est présenté aujourd'hui rassemble des dispositions législatives, souvent très techniques, qui doivent être adoptées pour satisfaire aux exigences de transposition de la directive en droit français, sachant que l'essentiel de la transposition se fera ensuite par voie réglementaire. Il prévoit de modifier l'ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés, non soumis au Code des marchés publics, afin d'assurer la cohérence de ces dispositions avec celles du Code du marché public. Cette modification permet en outre la prise en compte de la définition communautaire de la sous-traitance et l'introduction des mesures nécessaires pour fermer certains marchés aux opérateurs économiques non ressortissants de l'Union européenne. Il prévoit également de modifier le Code de justice administrative pour y insérer les dispositions relatives au recours prévues par la directive pour les marchés de défense et de sécurité. C'est normal, c'est de l'harmonisation. Le texte initial proposé par le gouvernement était sans doute perfectible. Nous avons accueilli avec beaucoup d'enthousiasme, Monsieur le Président, la proposition du président de Hollande de travailler à son amélioration, bénéfice de la réforme constitutionnelle et modestie du gouvernement, c'est celle de mon prédécesseur, réalisme aussi, sur la base de débats fructueux et constructifs avec les services du ministère, avec les industriels de la Défense, avec la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées de votre Assemblée. Un amendement a reçu le plein soutien du gouvernement. La nouvelle rédaction de l'article 5, qui résulte de l'adoption de cet amendement en commission, exploite au mieux
les différentes possibilités qu'offre la directive d'encadrer les modalités d'ouverture des marchés à la concurrence. Sans aller jusqu'à la nette affirmation d'une préférence communautaire qui ne serait pas conforme au droit communautaire, chacun ici le sait, le texte s'appuie sur la directive pour permettre aux services acheteurs de définir si un marché est ouvert ou non à la concurrence extra-communautaire. Le service acheteur peut fonder sa décision sur l'analyse d'un ensemble de critères explicités dans le projet de loi, parmi lesquels figurent Madame Voynet n'est plus là, parce qu'il y a en effet un volet écologique, mais là je vous parlerai des impératifs de sécurité d'information et d'approvisionnement, de la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l'État, de l'intérêt de développer la base industrielle et technologique de défense européenne, des objectifs de développement durable, toujours bienvenus en l'espèce, et des exigences de réciprocité. Le texte donne également les moyens aux services acheteurs d'écarter une offre ou un candidat dont les capacités techniques ne seraient pas à niveau pour exécuter les marchés ou pour assurer la maintenance des équipements faisant l'objet du dit marché. Ces capacités techniques peuvent notamment être appréciées au regard de l'implantation géographique de l'équipement technique, du personnel ou encore des sources d'approvisionnement dont dispose le candidat. Ainsi, en s'appuyant sur des exigences relatives à la sécurité de l'information et la sécurité des approvisionnements, les services acheteurs peuvent vérifier la pertinence de l'ensemble des composantes d'une offre et en particulier les capacités techniques des sous-traitants utilisés. Nous voyons bien que nous nous dotons à travers ce texte d'un dispositif qui permet d'écarter ce que l'on appelle dans ces échanges commerciaux et industriels bien spécifiques les faux nez. Au terme du processus de transposition de ces deux directives, adoptées par le Conseil et le Parlement européen lorsque la France assurait la présidence de l'Union européenne, je vous le rappelle, je pense profondément que nous avons atteint le bon équilibre entre l'ouverture à la concurrence européenne de nos marchés de défense et la protection des intérêts de notre base industrielle de défense. Je tiens donc à saluer à nouveau le travail remarquable accompli par la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Armées de la Haute Assemblée, avec laquelle nous travaillons dans un parfait esprit de confiance et de dialogue. Nous avons ensemble, à travers l'adoption de ce texte, l'opportunité de franchir une étape essentielle dans la construction de l'Europe de la défense que nous appelons tous, dans notre pays, de nos vœux. C'est pourquoi je compte sur votre soutien pour faire adopter ce texte au service des industries de défense de notre pays. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Jocelyn de Rohan, rapporteur de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, permettez-moi à mon tour de joindre mes félicitations tardives à celles de mes collègues, vous présenter mes vœux de réussite dans votre action et vous dire combien nous avons confiance en vous pour continuer la coopération confiante que nous avions avec vos prédécesseurs. Le Parlement européen et le Conseil ont adopté en 2009 le paquet défense, qui est un ensemble formé de 2 directives et d'une communication de la Commission européenne de 2007 intitulée « Stratégie pour une industrie européenne de la défense plus forte et plus compétitive ». Les 2 directives sont la directive 2009/43/CE du 6 mai 2009 simplifiant les conditions de transfert de produits liés à la défense dans la communauté, plus communément dénommée transfert intracommunautaire TIC, et la directive 2009/81/CE du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, plus communément dénommées marchés publics de défense et de sécurité. La communication de 2007 pose l'équation fondatrice selon laquelle la politique européenne de sécurité et de défense, rebaptisée par le traité de Lisbonne politique de sécurité et de défense commune, ne peut se passer d'une base industrielle et technologique de défense forte en Europe
et que seule une BITDE compétitive peut donner à l'Europe les moyens de concevoir et de fabriquer des équipements de défense de manière autonome à un coût abordable. La première directive de mai 2009 simplifie les conditions des transferts de produits liés à la défense au sein de l'espace économique européen. Elle doit être transposée avant le 30 juin de cette année. La seconde directive de juillet 2009 harmonise les règles émanant des codes des marchés publics des États membres pour permettre une meilleure transparence et plus de concurrence dans le processus d'achat des équipements de défense. Elle doit être transposée avant le 21 août 2011. Ensemble, ces textes marquent un tournant par rapport au régime dérogatoire des règles du marché unique qui régit la production et l'achat d'armement. Ce régime, fondé sur l'article 296 du traité des communautés européennes, devenu le nouvel article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, permet à chaque État d'éviter de recourir à la concurrence chaque fois qu'il estime que ses intérêts essentiels en matière de sécurité sont en jeu. L'interprétation extensive qui en avait été faite avait permis à certains États européens de mettre leurs industries de défense à l'abri de toute concurrence européenne. Cette utilisation abusive a conduit à fermer des marchés civils sous prétexte de préservation des intérêts de sécurité, ce qui a généré un contentieux naissant devant la Cour de justice des communautés européennes. Face au risque d'extension jurisprudentielle du domaine de la libre concurrence, les industriels européens ont milité en faveur d'une réglementation plus claire. C'est ce qui a donné naissance aux directives du paquet défense qui ont été finalisées pendant la présidence de l'Union française, de l'Union européenne au second semestre 2008. Si le droit issu des négociations préserve la spécificité des marchés de défense et de sécurité d'une application mécanique des règles du marché, il n'impose pas formellement une clause de préférence communautaire, vous l'avez dit. Pourtant, l'émergence d'une authentique BITDE suppose l'existence d'une préférence communautaire vis-à-vis des opérateurs économiques de pays tiers au grand marché et de l'application du principe de réciprocité entre États européens à l'intérieur du grand marché. C'est dire l'importance de cette transposition. Il nous revient en tant que législateurs de trouver un juste équilibre entre, d'une part, une salutaire ouverture à la concurrence qui stimulera l'innovation, améliorera la compétitivité des entreprises et permettra aux États de réduire les coûts d'acquisition des biens d'équipement, et d'autre part une trop grande ouverture qui détruirait bon nombre d'entreprises et nous rendrait trop dépendants d'armes fabriquées par d'autres pour assurer notre propre défense. De ce point de vue, le texte qui nous était proposé par le gouvernement nous a semblé perfectible et notre commission a effectué une modification du texte de l'article 5 pour l'article 37.3 de l'ordonnance du 6 juin 2005. Je souhaiterais, dans le cadre de cette discussion générale, faire un certain nombre d'observations. La première est que la production et le commerce des armes de guerre et de leurs munitions ne pourront jamais être considérés comme une production et un commerce ordinaire. Forger des armes de guerre pour les armées n'est pas produire des biens de consommation pour le public. En autoriser l'exportation est un acte politique. Importer des armes suppose d'avoir confiance en l'État qui les fournit et dans sa volonté de poursuivre les approvisionnements si le pire devait se produire. Un État peut être souverain sans pour autant produire d'armes, mais aucun État souverain digne de ce nom ne peut rester indifférent à la production ni au commerce des armes de ses armées. Du reste, la question se pose. Un État peut-il disposer d'une défense crédible sans base industrielle de défense autonome? Pour nous, cette base industrielle autonome constitue l'une des conditions de notre indépendance. D'autres pays en Europe ou ailleurs ont apporté à cette question une réponse plus nuancée, soit qu'ils n'aient pas les moyens d'entretenir une base industrielle autonome, soit qu'ils s'en remettent à des États tiers pour se procurer les armements dont ils ont besoin, soit qu'ils pensent qu'une alliance telle que l'OTAN assurera leur défense à leur place. Il est pourtant évident que l'industrie de défense est l'un des moteurs de la recherche, du développement économique et de l'emploi dans tous les pays qui en possèdent une. La R&D en matière de défense est particulièrement innovante. C'est par construction une R&D de rupture, puisqu'il s'agit de réaliser des armes apportant un avantage décisif sur les autres et donc de mettre en œuvre des technologies qui n'existent pas. Elle s'oppose en cela à la R&D civile qui est plus souvent incrémentale. C'est pour cette raison
que la R&D militaire est stratégiquement importante et que les programmes d'armement sont en règle générale plus longs et plus coûteux que prévu. Beaucoup d'innovations viennent de la R&D militaire et profitent à l'ensemble de l'économie, ce qui conduit souvent les pays importateurs d'armes de guerre à demander des compensations industrielles ou offset afin d'acquérir des compétences industrielles qu'ils n'ont pas et qu'ils recherchent dans des secteurs jugés par eux stratégiques. En second lieu, la présente transposition permet une indéniable modernisation de notre droit. Cette directive, comme la plupart des directives européennes, laisse une marge de manœuvre importante aux pouvoirs législatifs nationaux. Cette marge peut être utilisée afin de réexaminer la législation nationale, de moderniser les procédures et de se débarrasser des archaïsmes en s'inspirant des meilleures pratiques européennes. C'est ce qu'a fait le gouvernement dans le cadre de la transposition de la directive TIC, en remettant à plat le système législatif actuel et en lui substituant un nouveau dispositif beaucoup plus efficace, en simplifiant les procédures d'autorisation et en instaurant un contrôle a posteriori efficace. Il nous faut combiner une réforme de ces procédures avec le strict respect du texte de la directive, de manière à assurer la sécurité juridique de la transposition. Nous observons aussi que les directives du paquet défense ont été élaborées avant la crise financière et que l'on peut y voir l'avancée d'une Europe de la défense davantage orientée vers les marchés que vers les États, reflétant la théorie anglaise dite de la best value for money. Les directives du paquet défense n'auraient-elles pour seul effet que de nous permettre d'acquérir nos armes à moindre coût? Ce serait déjà un avantage à ne pas dédaigner dans un contexte budgétaire déjà contraint. Mais ces directives ne permettent pas à elles seules de réaliser l'Europe de la défense. La logique qui les sous-tend devrait permettre de disposer de bases équitables de concurrence entre industriels européens. Cela ne suffira pas pour autant à construire une base industrielle et technologique de défense européenne forte et autonome. Il faudrait pour cela non seulement l'affirmation de la préférence communautaire et la régulation des conditions de marché, c'est-à-dire une politique de l'offre, mais aussi une politique de la demande qui suppose l'harmonisation des besoins et des programmations par les états-majors des pays de l'Union et une harmonisation de l'effort de défense dans chacun des pays qui la composent. La force de l'industrie américaine vient de ce qu'elle dispose d'un marché intérieur qui est non seulement protégé par le Buy American Act, mais aussi vaste et profond. Or, la dimension du marché américain des armements tient non seulement à l'importance des sommes qui y sont consacrées, mais aussi à l'uniformisation des besoins au sein d'une même armée. Les industriels américains fabriquent des blindés, des frégates et des avions de combat pour répondre aux besoins d'un seul État fédéré, à la différence de l'Europe. La puissance de leur industrie, comme de leur R&D, leur permet de s'assurer des avantages incomparables à l'exportation et de concurrencer durement sur les marchés mondiaux leurs compétiteurs européens. Tant que l'Europe ne sera pas capable d'harmoniser la demande, de mettre fin à la segmentation de ses industries de l'armement ou d'organiser une coopération efficace entre ces entreprises de défense, la lutte demeurera inégale. C'est assez dire que le préalable à la réalisation de l'Europe de la défense est une volonté politique forte des États membres. La coopération franco-britannique initiée par les traités signés à Londres en novembre dernier marque véritablement une nouvelle étape dans la construction de l'Europe de la défense. Elle constitue une approche très différente des précédentes qui marque une véritable rupture en ce qu'elle substitue une démarche pragmatique et concrète à une architecture globale et mal assurée, des programmes d'équipement précis et financés à des velléités ou des réalisations minces. Elle peut être le prélude aux coopérations renforcées prévues par le traité de Lisbonne qui, seules, peuvent faire progresser la PSDC et lui donner de la consistance. Nous quittons l'hémicycle du Sénat. Merci à vous d'avoir suivi cette séance. Si vous souhaitez la revoir, notre site internet publicsénat.fr. Nous reviendrons bien entendu sur les premiers pas de Gérard Longuet en tant que ministre de la Défense dans notre édition de 19h. Très bonne fin de journée à tous.